Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre émission de débat sur l'actualité. Aujourd'hui, notre thème de réflexion et de discussion, affaire 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Nombreuses médiations, pourquoi le dossier n'évolue pas? Pour débattre de ce thème, vous avez à ma gauche monsieur Hassan Nadia, rédacteur en chef du quotidien L'Avenir. À ma droite, monsieur Sylvain Guédé Debailly, il est journaliste à Connexion Ivoirienne. .net. Dans cette affaire des 46 soldats détenus au Mali, on cache quoi à qui? C'est une interrogation grave et lourde de conséquences. Monsieur Debailly, la déclaration de Kone Katina, quelle interrogation ça suscite à vous? Quelle est votre réaction par rapport à cette interrogation? Merci Théodore Senzé et merci à Africa TV News qui nous donne l'occasion de nous prononcer sur ce sujet d'intérêt national mais qui est aujourd'hui d'intérêt international, savoir la question ivoiro-malienne. Depuis le 10 juillet 2022, des soldats ivoiriens sont détenus au Mali. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Et c'est justement sur cette salive qui coule là toujours que Kone Katina a dû se prononcer. Mais je note que il faut d'abord voir qui parle. Celui qui parle est le porte-parole du PPACI, Kone Katina. C'est donc une déclaration qui a un intérêt politique. C'est une déclaration qui n'est pas neutre, comme vous essayez de le dire tout à l'heure. Et il faut prendre sa déclaration dans le contexte ambiant. C'est un homme politique, un opposant politique ivoirien. Quand je dis un opposant, c'est quelqu'un qui est donc en face du régime ivoirien, qui contredit, sinon contrarie le régime ivoirien, donc c'est tout à fait normal qu'il s'interroge, parce qu'à la vérité, il faut s'interroger. Il faut s'interroger pour qu'on puisse trouver la bonne réponse. Voilà, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis donc le 10 juillet 2022, ça fait 100 jours aujourd'hui. Ça fait 100 jours, des médiations ont été entamées. Quelquefois, il y a eu de la tension. D'autres fois, on s'est ramené un peu à la raison. On avait eu même un début de dégel. Un début de dégel. 3 soldats avaient qui ont été donc libérés. Le Mali dit que c'est pour des raisons humanitaires, mais du côté de la Côte d'Ivoire, on ne dit pas les choses de la même manière. Donc, il faut s'interroger. Vous venez de dire que dans cette affaire, on doit s'en tenir aux déclarations du gouvernement. Mais il se trouve que les autorités maliennes ont un autre son de cloche concernant les 46 soldats ivoiriens détenus dans leur pays. Ils parlent de mercenariat. Ça vous fait réagir? Oui, évidemment. Évidemment, cela appelle à une réaction de notre part. Il y a une certaine rhétorique qui est d'usage du côté du Mali. C'est 46 soldats. 49 au départ, 46 maintenant qui ont été interpellés donc à l'aéroport. Pour eux, et au regard de la législation malienne, oui, des lois du Mali, ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Vu de Côte d'Ivoire, on dit que non, que ce sont des soldats qui sont envoyés en mission, donc ils ne peuvent pas être considérés comme des mercenaires. On est même allé plus loin. Plus tard, quand les négociations ont commencé à piétiner et que la partie malienne a mis dans la discussion, sinon dans la négociation, ce qu'elle devait gagner, on allait jusqu'à parler d'otages maintenant, dans la rhétorique vue du côté d'Abidjan. Voyez-vous, donc ceux qui parlent de mercenaires, c'est selon peut-être leur appréhension, mais pour le moment, nos autorités nous disent que ce sont des soldats qui ont été envoyés en mission. C'est ça. Dans le cadre une mission régulière, voilà, des soldats qui comptent dans l'effectif de l'armée ivoirienne. De l'armée ivoirienne, de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Debailly.
Monsieur Hassan Nadia, que cache-t-on? Qui cache quoi à qui? Une interrogation anodine, mais qui est pleine de sens. Votre réaction? Merci pour nous avoir associés à ce débat. Le nom, c'est plus exactement Niada. Niada, toutes mes excuses. Qui cache quoi à qui? Je pense que si Justin Koné-Katina le dit en croyant interpeller les autorités ivoiriennes, on peut tout de suite répondre que du côté des autorités ivoiriennes, elles ne font visiblement pas mystère de quoi que ce soit. Elles ont de tout temps, depuis que cette affaire a éclaté, soutenu qu'il s'agit de soldats ivoiriens qui sont bel et bien en mission régulière. Elles sont allées jusqu'à publier, parler de mercenariat, à publier la liste des 49 soldats et leur matricule, dont nous nous sommes nous-mêmes fait l'écho en ce qui concerne notre journal. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire, à moins que les autorités maliennes apportent la preuve du contraire, qu'il s'agit de mercenaires? Et jusque-là, c'est elles que nous attendons, que l'État de Côte d'Ivoire, je crois, attend, de donner la preuve de ce qu'elles affirment, d'autant qu'elles sont censées être informées, en tout cas publiquement, de cette liste des 49 qui a été rendue publique. Si quelqu'un devrait avoir quelque chose à cacher, c'est certainement la junte malienne qui n'est pas encore allée jusqu'au bout de sa pensée et qui aurait une arrière-pensée dont elle n'a pas encore, qu'elle n'a pas encore révélée au grand public. Donc si quelqu'un a quelque chose à cacher, c'est certainement au niveau de la junte malienne. Oui, mais ne trouvez-vous pas que c'est assez curieux, les soldats qui sont censés être allés en mission dans le cadre de l'ONU, qu'il y ait une réaction aussi minimaliste de la part de l'ONU, en dehors de la déclaration de Guterres? On ne voit aucune pression de la part de l'ONU qui est censée être vraiment impliquée dans l'affaire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux? On pourrait le penser. On pourrait le penser, mais vous convenez avec moi qu'au niveau de l'ONU, bien souvent ces situations-là sont réglées de façon diplomatique. D'ailleurs, dès que l'affaire a éclaté, le porte-parole de la MINUSMA là-bas n'a pas hésité à dire que ici, à reconnaître que ces soldats étaient en situation régulière. Mais il y a eu des déclarations contradictoires. Puis après, il y a eu des déclarations contradictoires. Mais par la suite, le secrétaire général de l'ONU, qui mieux que lui d'ailleurs pouvait donner sa part de vérité, a admis que ceux qu'on qualifie de mercenaires n'en sont pas un. Et rien que déjà cela, ça permet de déconstruire un peu l'argumentaire, le narratif complotiste de la junte malienne. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on n'a pas, l'ONU ne donne pas l'impression de faire grand bruit autour de l'affaire, mais vous êtes sans savoir que même quand on regarde les crises qui ont eu lieu chez nous, comme en Afrique en général, l'ONU laisse l'initiative par le principe de subsidiarité aux organisations régionales, sous-régionales de prendre le dossier en main. Et c'est par la suite que l'ONU s'en saisit. Bon, ici, on a vu que la CEDEAO s'y est impliquée. Le président même de l'Union africaine est allé rencontrer la junte malienne, M. Macky Sall, le président sénégalais, de la preuve que bon, l'ONU certainement est en arrière pour regarder ces organisations régionales traiter le dossier. C'est une analyse logique. Comme je le dénonçais par rapport à l'ONU, c'est des interventions minimalistes. Il y a eu une délégation de haut niveau, la CEDEAO, qui s'est rendue au Mali, et ils sont allés à la suite du sommet extraordinaire de New York. Et les décisions qui ont été prises là-bas, ces chefs d'État allaient pour libérer nos soldats. Ils sont allés au Mali, ils ont rencontré les autorités maliennes, ils sont revenus, non seulement ils n'ont pas ramené des soldats, mais il n'y a eu aucune déclaration. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, je pense que là, c'est une démarche que chacun pourrait analyser. D'accord. Mais je pense que depuis le début, le Mali, tout comme la Côte d'Ivoire, ont convenu de régler cette affaire de façon
politique et diplomatique. Et c'est dans ce cadre-là que tous ceux qui pouvaient aider à trouver une solution sont rentrés dans le jeu. Notamment des chefs d'État du Togo et même celui du Sénégal, Macky Sall, jusqu'à ce que advienne la médiation de la CEDEAO après la 77e Assemblée générale des Nations Unies. C'est des chefs d'État qui sont déplacés, qui sont allés rencontrer donc, les autorités maliennes. Ma foi, c'est une démarche, hein. On peut sortir d'une telle rencontre et sans forcément faire des déclarations. Peut-être qu'ils veulent préserver l'issue des négociations et ne pas aller trop vite en besogne. Ça peut arriver, on peut interpréter ça comme ça. Et il y a même eu le président ainsi de la CEDEAO qui a fait également une mission en Côte d'Ivoire ici. Donc on se dit que les choses bougent. Les choses bougent, même si en apparence, on a l'impression qu'il y a une sorte de statu quo. Voilà. C'est une impression que je voudrais partager. La CEDEAO, par ses hésitations, voyez-vous, il y a un sommet spécial qui était prévu à Dakar. Qui a été annulé in extremis. Et les bruits de couloir nous font croire que c'est parce que le président en exercice a invité Macron que les autres chefs d'État se sont opposés. Bon, ça, ce sont des bruits de couloir. Et depuis, on s'en remet au prochain sommet ordinaire qui aura lieu à Accra pour régler cette question. Vous n'avez pas l'impression que la CEDEAO est trop hésitante? On pourrait même parler de démission? On pourrait le penser. Oui. On pourrait le penser, mais moi je pense que comme on l'observe au niveau des autorités ivoiriennes, qu'à la vérité, ce qui importe, c'est l'issue de ce conflit, de cette situation, de ce différend. Voilà. Et donc, qu'on aille à un rythme accéléré ou pas, tout doucement, l'essentiel c'est qu'au final, nos soldats soient libérés. Et je crois véritablement que la CEDEAO y travaille. Et c'est d'ailleurs parce qu'elles y travaillent qu'on ne voit pas au niveau des autorités ivoiriennes cette propension à faire davantage de bruit, à faire des déclarations aussi virulentes et impétueuses que celles qu'on entend depuis Bamako. Les autorités ivoiriennes ont fait le choix de régler cette affaire de façon vraiment diplomatique, presque sans bruit. Au point que certains s'étonnent même que Abidjan semble gérer le dossier avec une certaine mollesse. À la vérité, il n'en est rien, c'est parce que Abidjan a saisi la CEDEAO et a opté pour la voie diplomatique. Mais est-ce que ce n'est pas là le biais? C'est pas à ce niveau que se situe le problème. Est-ce que un règlement bilatéral, une mission de haut niveau partant de la Côte d'Ivoire n'aurait pas pu, bon, on fait un peu de la fiction, ça pouvait créer forcément plus de proximité avec les autorités maliennes et résoudre la question. L'implication de la CEDEAO d'abord, ensuite l'ONU, ça a internationalisé un conflit de voisinage. On ne pouvait pas échapper à ce schéma-là. D'autant que les soldats quoique ivoiriens, sont allés pour une mission dans le cadre de la riposte internationale contre le djihadisme. Et donc, à partir de ce moment-là, nécessairement, les autres instances, comme l'ONU, devraient se mêler de la question. Oui. Et comme très souvent, l'ONU laisse le soin, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux organisations sous-régionales de gérer ces genres de dossiers avant qu'elles s'en préoccupent, c'est normal donc que la CEDEAO également y travaille. Maintenant, il a plu aux autorités ivoiriennes de confier la médiation, le dossier aux autorités togolaises qui ont réussi quand même un bon coup déjà en permettant la libération des 3 soldats que la junte a consenti à libérer au nom, quelqu'un disait, de la culpabilité basée sur le genre. Parce que ça paraît un peu curieux que 3 femmes soient parties et qu'on ait retenu seulement les hommes. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour revenir à votre question, je pense que la CEDEAO joue sa partition.
On est peut-être pressé parce que les familles attendent leurs parents, donc on souhaiterait qu'ils soient libérés le plus tôt possible. Mais je pense qu'au niveau des autorités ivoiriennes, ce qui importe, c'est que ces militaires ivoiriens soient libérés. D'accord. N'avez-vous pas l'impression que la saisine des instances internationales a torpillé en quelque sorte la médiation togolaise? Oui, c'est l'impression qu'on a en ce moment. Hein, c'est l'impression qu'on a en ce moment. Et je me dis que le fait d'avoir internationalisé ce conflit entre griffes fait aujourd'hui que cette question, disons la résolution de ce problème doit maintenant s'inscrire dans le temps. Dans le temps, parce que là où il y a l'ONU, là où il y a la CEDEAO, c'est de grosses machines. Ce sont de grosses machines et il faut gérer ce problème avec le temps. 1 mois, ça ne suffira pas. 2 mois non plus. Peut-être 1 an ne suffira même pas. Mais dans tous les cas, c'est... Aujourd'hui, l'objectif, c'est de libérer les soldats. Mais en même temps, chacun des pays au conflit ne veut pas sortir la tête basse. Je pense que c'est ça qui complique aussi le problème. Hein. Non, c'est une question d'ego, finalement. D'ego, il y a certainement une question d'ego, mais il y a surtout une question de dignité. Écoutez, quand on vous accuse de mercenariat, je crois que c'est une accusation qui est grave. Très grave. On constate que, en dehors du gouvernement, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, en Côte d'Ivoire, s'impliquaient dans le dossier, ça leur brûle les mains. On a eu le cas de Pulchérik Balé, qui est aujourd'hui à la MACA, et tout récemment, le président Laurent Gbagbo a fait une offre de médiation. Mais le gouvernement ne semble pas saisir ces occasions-là. Comment vous expliquez ça? Enfin, la solution, c'est ce que tout le monde cherche là. Oui, nous sommes dans la phase de recherche de solutions. Le gouvernement, comme le disait tout à l'heure Hassan, gère ce dossier au niveau du Conseil national de sécurité. Et le gouvernement donc, s'il dit que c'est un dossier sensible, effectivement, ça en est un, parce que ce sont les dossiers sensibles qui sont gérés par cette instance. Mais il y a quand même ici besoin d'information. Il y a un besoin d'information des Ivoiriens, parce que ce sont des soldats ivoiriens qui sont détenus là-bas, qui ont des familles, qui s'inquiètent. Et donc, quand vous voyez la coloration de notre Parlement, totalement déséquilibrée, il faut quand même un contre-pouvoir fort pour pouvoir retourner les tendances. Mais aujourd'hui, on peut inscrire une question, mais si la majorité se prononce contre cette question-là, bon, elle est tout de suite éliminée. Donc en fait, c'est cela. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot, monsieur Debayi. Oui, je pense que c'est une affaire qui engage 2 États voisins, 2 États frères, mais en même temps, il faut savoir que ce genre de situation arrive. Oui. Elles sont même déjà arrivées une fois entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cela avait pris, je crois, 2 ans. Donc, pour cette affaire-ci, je pense qu'il faut s'armer de patience. Il faut s'armer de patience, mais il faut surtout un devoir de vérité pour que chaque Ivoirien ou Malien soit situé sur les actions de son gouvernement. Également, pour qu'on arrive à un dénouement heureux, je pense que les uns et les autres ont intérêt à s'écouter. Intérêt à s'écouter, que ce soit les autorités maliennes, que les autorités ivoiriennes. Je pense que chacun détient un pan de la vérité dans cette affaire. Et les 2 peuples sont des peuples frères, les 2 pays sont des pays voisins, et donc doivent régler cette question dans l'intérêt mutuel. Dans l'intérêt mutuel. Et il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter. Il faut tout de suite se mettre finalement d'accord que c'est une négociation, un dialogue direct, comme on le disait à un moment chez nous, qui peut régler cette question. Les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes doivent s'asseoir face à face et poser le problème. Je pense que si on le fait, on peut trouver une solution, parce que à l'observation, l'internalisation du conflit, sinon du problème, n'a encore rien changé. Il faut donc
un dialogue direct et pour que cesse cet imbroglio dans lequel ni le Mali ni la Côte d'Ivoire n'ont intérêt à ce qu'il se prononce. Ni aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt à ce que ça se prononce. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais Merci dire. beaucoup. Vous? Oui, bon, moi je voudrais en appeler à la sagesse de l'Alliance malienne. Le doigté avec lequel les autorités ivoiriennes gèrent ce dossier, et je me félicite de ce que la faute ne soit pas partie d'Abidjan. Si c'était les autorités ivoiriennes qui avaient mis aux arrêts des ressortissants maliens, on sait ce qu'il serait advenu, tout le narratif qu'on connaît d'État xénophobe qui aurait été servi à la Côte d'Ivoire. Dieu merci, la faute n'est pas venue de nous. On ne peut que espérer, en faisant confiance au chef de l'État, que la voie diplomatique pour laquelle il a opté va payer à l'issue de tous ces bons offices qui sont menés afin de trouver une solution définitive à ce différend, j'allais dire, qui n'a plus. Merci, merci Debailly, merci M. Diada. Merci. Et on retiendra qu'il faut nécessairement continuer dans la voie diplomatique et au besoin un dialogue direct. Oui. C'est-à-dire les autorités ivoiriennes face aux autorités maliennes en toute fraternité. Merci vraiment. Je ne suis plus une commission d'enquête internationale. Et l'enquête internationale. Voilà, pour éclairer les choses. Merci. Merci monsieur, merci madame, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre thème de débat.